Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les Good News avec Amina Ramdani Agif, vice-présidente de l'association Ensemble, ici et ailleurs. Pour le bien-être, on vous emmènera au Diamond Bowling à Sfax en Tunisie lors d'une sortie familiale. Pour la culture, Hasna Aïk, écrivaine et artiste, nous parlera de ses romans La Libre et Croque-moi. Et dans l'instant coaching, Evelyne Bouillon, coach, écrivaine, formatrice, nous parlera du couple, de l'amour. Bonjour mesdames, bonjour Evelyne. Bonjour Inda. Bonjour Hasna. Bonjour Inda. Comment allez-vous? Super. Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'amour, de couple, de comment on trouver le bon partenaire. Oui. Mais on va d'abord commencer par les Good News avec Amina Ramdani Agi qui nous parle de l'association Ensemble, ici et ailleurs, présidée par Farid Lazare. On regarde ensemble. Je suis sur le stand de Ensemble, ici et ailleurs, l'association Ensemble, ici et ailleurs, avec Amina. Bonjour Amina. Bonjour Inda. Donc vice-présidente de l'association, vous pouvez nous parler de cette association? Alors c'est une association basée beaucoup sur l'humanitaire. Et la première des ambitions, c'est de redonner le sourire à toute personne qui ne l'a plus. Alors, je vois Hôpital de La Fontaine. Vous avez fait une action avec l'Hôpital de La Fontaine? Alors, on a fait plusieurs actions avec l'Hôpital de La Fontaine. On leur a fait des kits pour les femmes qu'ils accueillent. Et c'est vraiment honorable ce qu'ils font parce qu'ils accueillent des femmes SDF pour accoucher ou pour des grossesses pathologiques. Et en fait, vous allez me dire c'est un hôpital, c'est normal. Mais eux, en fait, ils les gardent jusqu'à ce qu'elles aient une structure d'hébergement d'urgence. Et quand on nous a rencontré le cadre de santé, il y avait une dame qui était là depuis 84 jours. Donc le but final, c'est de donner une autre image du 93, une autre image de la ville de Saint-Denis et dire que tout est possible au niveau pour faire appel au gouvernement pour qu'il crée des structures adaptées. Donc tout est possible dans la solidarité humaine, c'est ça? Dans la solidarité, dans le partage et surtout que le cadre de santé qui s'en occupait ou même le chef de service, c'est des personnes qui sont jeunes, quoi. Donc c'est admirable parce que ça veut dire que demain, on aura des gens très, très volontaires. Alors, comment est née cette association Ensemble, ici et ailleurs? Alors c'est un groupe d'amis, de la famille, et on se demandait, on n'était pas trop pour donner pour des associations parce qu'on ne savait pas où ça allait et on s'est dit pourquoi on ne crée pas la nôtre? Et moi c'est tombé dans une période où c'était une période exitoire puisque j'ai eu un souci de santé. Et ça m'a permis vraiment de rebondir. Et c'était dans le cadre d'un jumelage en fait, qu'on a fait avec le Maroc. Quelles actions au Maroc ont été effectuées? Alors c'est principalement, il y a eu des belles actions avec l'ONG Cœur et Acte qui est sur Marrakech. Donc on a fait une action avec elle à l'hôpital de Marrakech justement pour faire un goûter et organiser des dons au niveau des femmes. En fait on a copié ce qu'on faisait sur de La Fontaine, mais c'est principalement l'acteur principal, c'était quand même Cœur et Acte qui est Laurence Lallemand. Qui est une femme exceptionnelle, qui était avocate de métier et qui depuis maintenant 10 ans vit au Maroc. Je sais que vous sensibilisez énormément sur le handicap, ça c'est important aussi dans votre association. Alors on sensibilise sur le handicap, on sensibilise en fait sur le handicap, pourquoi? C'est de leur faire des activités qui ne sont pas d'ordre de tous les jours pour eux. Pour eux, par exemple, aller dans une piscine, c'est juste plus qu'exceptionnel. Je ne sais même pas s'ils en rêvent d'ailleurs.
Et donc il y a aussi et en fait on veut sensibiliser à travers le centre de santé en faisant pareil, des kits avec des doudous, pour que les enfants et les parents se disent bon, il faut continuer à suivre nos enfants, à les sensibiliser sur les problèmes de santé qu'ils peuvent avoir s'ils ne sont pas vaccinés, s'ils ne sont pas soignés. Il y a des projets à venir? Alors les projets, on en a énormément. C'est les moyens financiers. Bon, comme tout projet, ça demande et des compétences et du financement. Aujourd'hui, on se contente de faire les choses que l'on peut avec les dons que l'on a. Aujourd'hui, on est à la recherche, par exemple, de dons de premiers soins. Donc, on nous a demandé de contacter les grands groupes. Parce que, bon, en fait, nous, les échantillons, c'est plus facilement transportable pour les donner. Les échantillons, mais en fait, c'est des échantillons de la vie de tous les jours, des pommades, du savon. On en a eu énormément. Bon, maintenant, on commence à... voilà, parce qu'on a quasiment tout distribué. Et aujourd'hui, on a besoin de compétences. Et puis, notre rêve, c'est de devenir association d'utilité publique. Donc, il faut qu'on atteigne nos 200 adhérents. Aujourd'hui, on est à 93 adhérents. Et on souhaite que ça se finalise. Alors pour adhérer, donc, pour notre site, en fait, on cherche justement une compétence pour nous aider à le créer. Et par contre, on peut faire ça soit par Facebook, soit par téléphone, soit... Donc là, on a un bulletin d'adhésion, ça peut se faire par mail. On demande un minimum de 5 €, donc c'est vraiment le minimum que l'on demande. Et notre but, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas de se faire de l'argent principalement, c'est de gagner en adhérents et en cohésion. Merci beaucoup Amina. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Ensemble ici et ailleurs. Merci beaucoup Amina Ramdani Haji et l'association Ensemble ici et ailleurs. C'est important justement d'aider le handicap, de sensibiliser et surtout de soutenir toutes ces familles qui œuvrent pour ou qui ont des enfants ou des adultes en situation de handicap. Ils ont besoin de soutien et on les remercie. D'ailleurs, Amina Ramdani Haji remercie toute l'équipe et tient à réitérer les remerciements de l'association Ensemble, ici et ailleurs, à monsieur Jean-Christophe Poulet, maire de Bressancourt, qui a accepté d'être leur président d'honneur et en parallèle un jumelage entre Bressancourt et la ville d'Arfir au Maroc pour porter l'égalité des chances des personnes en situation de handicap. C'est beau, hein? Je trouve que voilà, il faut soutenir, et là on l'a mis dans les good news parce qu'il faut soutenir ce genre d'associations qui sont là sur le terrain et qui œuvrent pour un monde meilleur. Donc après les good news, on va passer à la rubrique santé bien-être. On vous emmène au Diamond Bowling à Sfax en Tunisie lors d'une sortie familiale. On regarde ensemble.
très belle sortie familiale, justement, c'est important. Et on a Evelyne Bouillon, notre coach, qui va nous dire les bienfaits, justement, des sorties familiales. Mais avant, il faut savoir que le bowling est une activité ludique qui est bonne pour le moral. C'est un sport qui permet de brûler les calories. Et on dirait pas, hein? Eh oui, pourtant, de musclé, qui fait appel aussi à la réflexion, au stratège, comment je fais pour faire un strike, détente, convivialité qui, en famille, va renforcer les liens avec sa famille. Donc, Evelyne, quels sont les autres bienfaits de faire justement des activités en famille? Je pense déjà tout simplement de sortir du quotidien. Je pense que ce qui est plus difficile pour élever des enfants, entre autres dans une famille, c'est la répétition pour éduquer, redire tout le temps les mêmes choses et l'ennui que ça provoque. Hein. C'est en particulier sur les adolescents. Et je pense que le fait d'organiser régulièrement des repères ou des sorties familiales, ça fait vraiment du bien parce qu'on se sort en fait du quotidien. On va vers autre chose. On passe un bon moment ensemble. C'est important. C'est très important parce que être tout le temps dans le quotidien qui est juste, finalement ennuyeux par certains côtés, c'est pas évident. Et donc, je pense aussi qu'il y a quelque chose de l'ordre du jeu, vous avez raison, qui fait qu'on découvre les membres de la famille sous un autre angle. Oui, c'est vrai, oui. Le côté compétition, le fait qu'on se prenne pas au sérieux. Le papa peut perdre alors que le jeune homme, l'adolescent va écraser son père. Enfin, il peut se passer des choses comme ça qui renouvellent les relations et qui font qu'on va s'adapter les uns aux autres. Il y a aussi le fait de découvrir des nouvelles activités. C'est aussi un peu le rôle des parents d'emmener les enfants vers des choses nouvelles. Et puis, on est un peu loin des contraintes. Et je pense que ce qui est difficile, c'est de l'organiser. Et donc, j'encourage les familles à faire des petits conseils de temps en temps et à se dire ensemble qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on, par exemple, on pourrait voter ou faire à tour de rôle, il y en a un qui choisit une sortie, vous voyez, et en faire des rituels. Ce qui est compliqué aussi, c'est la régularité. J'ai observé ça dans les familles où ça marchait. C'est qu'en fait, les gens ont eu des repères comme ça réguliers où, par exemple, tous les dimanches après-midi, on allait en forêt ou on allait se promener, faire une certaine activité. Ça marque énormément les enfants, la régularité. Ils en ont besoin. Et ça leur donne, du coup, un repère qui est mémorisable. Et du coup, ça va vraiment rester ancré en eux. Et donc, je conseille à ce qu'il y ait une certaine forme de rituel, de répétition. Et j'ai vu aussi, selon des recherches, l'importance que les grands-parents puissent être avec les petits-enfants pour le moral. Et ça, c'est très important pour leur santé aussi. Oui, parce qu'en fait, quand on est âgé, on a plus de patience, on a probablement une autre ouverture au monde. Ouais. Et aussi, on va avoir le temps. On va avoir plus le temps que les parents qui sont tout le temps pressurisés parce qu'ils ont 4 casquettes en même temps. À faire. Voilà. Donc, il y a d'ailleurs dans certains pays nordiques maintenant des crèches qui sont créées avec un lieu pour les personnes âgées au-dessus. Oui, c'est vrai. Et des activités communes. Et ça marche vraiment bien, même quand on n'est pas de la même famille. Ouais. Parce qu'une personne âgée, autrefois, c'était naturel. C'était les personnes âgées qui avaient plus de temps et qui passaient leur temps à accueillir les petits, voire à jeter un œil sur ceux qui apprenaient à marcher. Enfin, c'était génial et c'était harmonieux. Donc, c'est un peu ça qu'il faut essayer de retrouver, je pense, c'est cette complémentarité entre les tout jeunes et les âgés. Les générations. Qui vont bien différentes générations. Donc, n'oubliez pas, sortez en famille, ça fait du bien pour le moral, pour la santé. Puis, c'est du sport aussi. Hein? Ah oui. Alors maintenant, on va passer à la rubrique culture avec notre invitée, Hasna Aïk, écrivaine et artiste. Hasna, en beauté. Merci. Elle nous a rapporté ses romans, donc La Libre et Croque-moi. Mais avant de passer justement à La Libre et ensuite Croque-moi, on veut apprendre à vous connaître. Parlez-nous de votre parcours personnel. Alors, le parcours scolaire, qu'est-ce que... Oui, personnel qui vous a amené justement à devenir artiste. Alors, de base, j'ai eu un bac littéraire, mais comme j'avais un peu peur de ne pas trouver de débouchés dans ces domaines-là, moi, je voulais devenir archéologue. Hein. Voilà. Du coup, je me suis orientée vers du commerce, en me disant, bon, j'aurai la garantie d'avoir un travail à l'issue des études. Donc, j'ai passé un DUT Tech Deco, technique de commercialisation, une licence, une maîtrise de management commercial. Et enfin, une année d'IUFM pour devenir professeur d'économie-gestion, vente, voilà, droit, toutes ces matières. Mais j'ai eu un petit peu peur de me lancer. J'étais jeune, j'avais 22 ans. Et c'est des matières qu'on enseigne, enfin,
c'est du concret en vérité, et je ne me sentais pas légitime d'aller parler de choses dont je n'avais aucune expérience. Donc je me suis lancée sur le marché du travail et j'ai commencé à chercher du travail, et c'est là où j'ai découvert la difficulté de trouver un travail lorsqu'on est d'origine maghrébine, etc., qu'on est musulmane, etc. Et c'est ce qui m'a en grande partie menée vers le fait de devenir artiste, c'est-à-dire autonome, d'avoir ma propre société en fait, mais aussi de me lancer dans l'écriture, parce que je me rendais compte des difficultés que les femmes traversaient, tout ce qui est intersectionnalité, hein, voilà. Et du coup, j'ai eu envie vraiment, mais avant tout à titre thérapeutique. Quand j'ai écrit La Libre, donc c'est mon premier, c'était avant tout pour moi. J'avais besoin d'écrire, même si c'est une fiction, c'est pas une autobiographie. J'avais vraiment besoin, en fait, de sortir quelque chose. J'étais en quelque sorte enfermée chez moi, psychiquement, physiquement. Et pour ne pas sombrer dans la folie, j'ai eu besoin vraiment de faire quelque chose d'intellectuel pour continuer à exister. Donc c'est comme ça que c'est né. Donc vous êtes très autodidacte. Hein. Oui, c'est ça. Parce que artiste aussi, vous faites de très belles créations. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes, je vais vous montrer, c'est très très beau. Voilà, donc ça c'est une maman et son enfant, c'est très beau. Que représente celui-là? Mona Luisa. Alors, Mona Luisa. Oui, c'est parce qu'en fait, Léonard de Vinci, il faut savoir que sa mère est probablement d'origine orientale. Et c'était un petit clin d'œil aux origines de Léonard de Vinci. Voilà. Ah, d'accord. Et cette magnifique Alors, femme... c'est Saïd al-Hurra, dont je parle dans mon livre, qui est une reine qui a gouverné le nord du Maroc, donc la province de Tétouan. Et c'est une femme qui était très puissante. Voilà, et je voulais lui faire un petit peu honneur. Alors celle-là, on la connaît, La Libre. La Libre, appelée aussi la Marianne au sein couvert, qui est d'ailleurs exposée à travers le monde. D'accord, et très très belle, celle-ci aussi. Hein. Et là, on voit les touches de l'Orient. Hein. Oui, on voit. Hein. C'est ça. C'est magnifique, magnifique. Vous voyez, toutes ces créations. Là, on voit le aîné. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Alors, elle est à l'envers, elle est bien marquée. Ah, l'amour. Ah, justement, aujourd'hui, on parle d'amour dans notre émission Tout en couleurs. Et c'est très beau, en tout cas. Merci, c'est très gentil. Merci. Vraiment, bravo. Merci beaucoup. Alors, La Libre, ça parle d'amour. Oui. Parlez-nous un petit peu de La Libre. Alors, c'est une jeune femme qui ne veut pas se marier. Ah. Voilà. Et le problème, c'est qu'elle reçoit beaucoup de pression de sa famille qui va absolument la marier. Elle va avoir 25 ans et sa mère lui dit « Mais tu vas bientôt être du yaourt pourri, c'est pas possible !» Et elle a peur des hommes. Elle a vraiment peur des hommes. Et du coup, elle les classe dans des petites cases pour ne surtout donner la chance à personne. Alors, il y a la racaille, elle appelle ça la racaille de base, il y a le blédard, il y a le bobo parisien, il y a Philippe le commercial, etc., etc. Elle a plein de petites cases comme ça. Et dès qu'elle se retrouve face à un homme, elle l'étiquette pour être sûre, voilà, ça ne me convient pas parce qu'il a tel et tel, c'est même pas la peine de lui donner une chance. Sauf que bien entendu, elle va finir par tomber amoureuse, d'où l'intérêt de ce livre. On se demande de qui elle va tomber amoureuse. Eh bien de quelqu'un qui justement a une particularité de chacune de ces petites cases, en fait. Et c'est ça qui est rigolo. C'est une façon un petit peu de lutter contre les clichés, les a priori, et puis surtout de comprendre que l'origine de son mal-être, évidemment, n'est pas liée aux hommes directement, mais à son identité, sa construction, et son vécu et son histoire. C'est ça le plus difficile, en fait. Oui. Mais il faut d'abord en prendre conscience. Oui, parce que c'est facile de dire c'est de la faute de l'autre, c'est l'autre, il ne me convient pas, il a tant de défauts et tout, mais en réalité, il faut d'abord se regarder soi-même. Qu'est-ce qui ne va pas en nous? C'est ça. Alors c'est vrai, elle évolue dans un milieu assez patriarcal qui fait que c'est difficile aussi de faire confiance aux hommes. Mais évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont liées à son identité. Et c'est pour ça que, alors c'est divisé en 3 parties ce livre. Et dans la deuxième partie, elle va être projetée au XVIe siècle, lors de la période de l'Inquisition, où justement, elle va aller rencontrer ses différents ancêtres, dont la reine Saïd al-Hurra, dont on a parlé tout à l'heure. Ah, oui. Et tout ça, ça va l'aider à savoir qui elle est, et surtout ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, chose qu'elle n'osait pas dire. S'affirmer. Voilà, s'affirmer. Et c'est ce qui va lui permettre d'ouvrir son cœur et de réussir à construire quelque chose avec l'homme qu'elle aime. Alors, vous parlez beaucoup de haut potentiel. Oui. C'est difficile de trouver l'amour quand on est à un haut potentiel. Oui, effectivement. Alors, c'est quelque chose qui revient d'ailleurs dans mes 2 romans.
Alors, s'ajoute à aux difficultés qu'elle rencontre en tant que maghrébine, etc., le fait qu'elle soit au potentiel. Il y a une hypersensibilité, il y a, comment dirais-je, un quotient émotionnel, parce que souvent on ne le dit pas. Très souvent, un quotient intellectuel élevé, c'est aussi un quotient émotionnel qui est très élevé. Et donc, alors, il y a beaucoup d'exigences, mais pas des exigences d'ordre matériel ou d'ordre physique. C'est vraiment... peut-être aussi la peur de souffrir. Comme un haut potentiel ressent tout de façon décuplée, alors il y a cette peur de s'engager, de laisser son cœur à quelqu'un et la peur qu'il en fasse n'importe quoi, tout simplement. C'est difficile pour un haut potentiel émotionnel, parce que, comme vous dites, il ressent tout. Il ressent la frustration de l'autre, il ressent les émotions de l'autre. Donc c'est comme si on lui donnait un coup de poignard à chaque fois. Et c'est très difficile parce que parfois il y a certaines personnes qui ont l'impression que la personne qui est haut potentiel est orgueilleux, alors que pas du tout. C'est juste qu'il a besoin de vibrer. C'est une personne qui a besoin de vibrer avec une autre personne qui a les mêmes vibrations, je pense. Et puis c'est surtout une carapace, parce que dans le livre, elle paraît assez froide vis-à-vis des hommes, mais c'est sa façon de se protéger. Elle est tout sauf froide. À l'intérieur, c'est un volcan en vérité. C'est ça, exactement. Oui, mais le volcan, on le laisse endormi pour le moment, mais elle est multipotentielle. C'est ça. La libre, elle est multipotentielle. Demander sa liberté, en soi, c'est pas quelque chose de mal, tant que nous sommes dans le respect. Et ça, c'est important, justement. Et oui, justement, puis dans le premier livre, c'est une femme qui est pratiquante. Et du coup, ça aussi, ça rentre en considération dans son choix. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle trouve quelqu'un qui partage ses valeurs, parce que au-delà de l'aspect religieux, un haut potentiel a très souvent, alors pas toujours, mais très souvent, une haute moralité et une spiritualité, un besoin de spiritualité qui est très fort en fait. C'est vrai, exactement. Et dans le livre Croque-moi, vous pouvez nous en parler aussi? Oui, alors bien sûr. Alors, il y a évidemment plein de thèmes qui sont abordés aussi bien dans l'un que l'autre. Mais dans les deux, il y a des histoires d'amour, d'où l'intérêt, bien sûr, de parler d'amour. Voilà, exactement. Et là, c'est différent. Alors, c'est une jeune femme qui, pareil, a des difficultés à s'intégrer dans la société, pour diverses raisons, d'ailleurs, elles en ont des communes. Mais la difficulté première qu'elle a, c'est qu'elle a une maman qui est particulièrement toxique, qui veut absolument faire d'elle une blanche, alors qu'elle est très intéressée par sa religion, par ses origines, et sa maman ne veut surtout pas. Et donc, c'est une mère qui est très toxique et qui l'empêche d'être elle-même. Ce qui fait que elle avait un meilleur ami, donc de longue date, et elle a eu énormément de mal à identifier ce qu'elle ressent pour cette personne et à accepter l'idée, peut-être que c'est quelqu'un que j'aime amoureusement, mais l'idée de l'accepter, c'est aussi se détacher de sa maman. Et ça, c'est très difficile lorsqu'il y a une espèce de conflit de loyauté qui s'installe. Et donc, je raconte un petit peu tout ça, alors toujours avec beaucoup d'humour, même quand parfois ce sont des sujets qui peuvent paraître un peu lourds ou dramatiques. J'essaie toujours de faire en sorte que ce soit agréable malgré tout à lire, de façon à ce que ma lectrice ou mon lecteur, parce que j'ai aussi des hommes qui lisent, puissent en fait s'identifier au personnage et que je l'accompagne en fait en même temps que ce petit personnage à se sentir mieux progressivement tout au long du livre. Ce qui est important, Hasna Haïk, dans vos écrits, dans vos romans, c'est vous mettez le doigt sur beaucoup de problèmes de société qui existent actuellement, dans le fait où qui sommes-nous, où nous voulons aller, et c'est vrai qu'il y a les traditions, le poids des traditions qui sont lourdes. Parfois même, il y a des personnes qui se marient pour faire plaisir à la famille et acceptent, je ne vais pas dire n'importe qui, mais entre guillemets, le premier ou la première venue, rien que pour satisfaire la famille, et se retrouvent malheureux. C'est pour ça que c'est important justement de pouvoir dialoguer, diplomatiquement bien sûr, pour pas qu'il y ait ce choc des cultures, parce que c'est vrai que beaucoup de parents issus de l'immigration ont peur aussi pour leurs enfants, qui s'occidentalisent de trop et qu'il n'y ait plus ces valeurs, ces pertes de valeurs. Mais il faudrait qu'il y ait justement des compromis entre les deux pour permettre aux jeunes de savoir ce qu'ils veulent, et puis qu'il n'y ait pas la pression justement de la famille derrière. Il y a beaucoup de cas comme ça, ou ne serait-ce que, je vais aller loin, mais par exemple, tu as des familles
qui ne veulent pas, par exemple, qu'une Marocaine épouse un Algérien ou un Turc ou un Sénégalais. Et on se pose des questions de se dire, mais pourquoi il y a autant d'étiquettes et de préjugés? Ce sont des peurs de toute façon, hein, et des peurs essentiellement des premières générations qui ont émigré ici, qui n'ont été pas forcément très bien accueillis. Ouais. Et du coup, il y a un réflexe de protection de leurs enfants. Alors que moi, je suis née ici, donc je parle en connaissance de cause. Parfois, on est plus proche de quelqu'un qui n'a pas la même culture d'origine, mais qui a vécu dans la même ambiance que nous, on va dire, que quelqu'un du bled qui aura la même origine, qui sera originaire du même village, de la même ville. Et c'est aussi ça que j'aborde en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que nos origines qui nous unissent, mais avant tout nos valeurs en tant qu'individus. Et j'insiste vraiment dans mes livres pour faire comprendre à mes lecteurs et mes lectrices que pour pouvoir créer un couple solide, il faut déjà savoir quelles sont ses propres valeurs. Alors que souvent, on est là à avoir les valeurs de l'autre, à essayer de les juger, ou alors on ne connaît pas les nôtres et on subit les valeurs de l'autre. Donc j'essaie vraiment de faire en sorte que mes lecteurs et mes lectrices puissent, ça les booste pour qu'ils aient envie de s'occuper d'eux-mêmes. Et pour revenir juste à ce que vous avez dit, Inda, effectivement, il y a cette pression familiale qu'on retrouve dans la livre, mais un petit peu aussi dans Croque-moi, autour du mariage, pour les jeunes filles essentiellement, même si les hommes aussi peuvent en subir. Mais c'est plus une époque où il y a ces mariages arrangés tels qu'on a pu les connaître pour nos grands-mères, etc. C'est beaucoup plus subtil et c'est là la difficulté. C'est-à-dire que l'enfant issu de l'immigration a l'impression que pour pouvoir satisfaire ses parents, il doit rester loyal même par rapport à ses origines. Alors que ça ne correspond peut-être pas à ses valeurs propres en fait. Il y a beaucoup de femmes, alors je dis des femmes parce que beaucoup de femmes qui me contactent sur les réseaux sociaux, même s'il y a des hommes aussi, mais c'est surtout des femmes. Elles s'identifient justement à la Libre ou Croque-moi. Qui se sont mariées assez jeunes et qui me disent, mais en fait, moi je me rends compte maintenant, je n'en avais pas conscience avant, maintenant je le sais. Ce que je voulais, c'est surtout un gendre pour mes parents, un fils. Je voulais qu'ils soient fiers de moi, que leur montrer que je suis loyale envers mes origines, même en étant française. Et souvent, ces jeunes femmes, quand elles refont leur vie avec leurs propres critères. Parce que souvent, elles ont évolué, elles ne sont plus les mêmes. On n'est plus la même à 20 ans, à 40 ans, à 50 ans. Elles ont expérimenté la vie et aussi, elles se sont rendues compte que ce n'est pas parce que je vais dire non à un choix de mes parents que je leur manque de respect. Oui, c'est ça le plus important. Parce qu'on peut respecter ses parents, mais ne pas être d'accord avec le choix, par exemple, du mari ou de la femme qu'on nous a choisi. Et il faut dialoguer pour expliquer pourquoi. Et ça, c'est important. Mais les parents aussi, je trouve, ont évolué. Quand je dis les parents, ce sont les premières générations d'immigrés. C'est-à-dire qu'au départ, les premiers mariages, il fallait absolument ramener quelqu'un de... Par exemple, quand il y a une fratrie, les premiers à être mariés, souvent se marient avec des gens de la même origine. Cousin, cousine. Et parfois, le petit dernier ou la petite dernière, elle fait ce qu'elle veut. Parce qu'aussi, la mentalité a eu le temps en fait, d'évoluer en termes d'années. Eux aussi, ils ont compris qu'en fait, ce qui nous unissait, alors c'est vrai, ça fait son chemin peut-être plus lentement que les générations comme nous, qui ont l'habitude justement de cette diversité, mais j'ai remarqué que même les anciens commencent à s'ouvrir malgré tout. Bien sûr, de toute façon, il faut changer, il faut évoluer. Il y a des parents aussi qui respectent très bien le choix des enfants aussi et qui leur dit prenez votre temps aussi. Parce que justement, c'est ça. Hasna. Exactement. Donc, on peut trouver vos livres un peu partout? Oui. Alors, sur mon site internet, il y a tous les liens pour pouvoir commander. Donc, vous pouvez aussi commander à la FNAC, le site de la maison d'édition Acoria. Sur Amazon pour Croque-moi, en fait. Croque-moi est pour le moment que sur Amazon. D'accord. Ça peut évoluer, mais par contre, la livre est disponible un peu partout. Un peu partout. Ok, très bien, Hasna. Justement, on va parler d'amour parce que quand on a le choix, c'est difficile aussi de trouver le bon partenaire. Et Evelyne... Bouillon, qui est notre coach, formatrice et aussi écrivaine, qui a écrit plus d'une dizaine, dizaine de livres. De livres, justement, sur le coaching, des guides pratiques. Et aujourd'hui, elle nous parle de l'amour. Comment trouver le bon partenaire? Intéressant. Alors, en fait, c'est très drôle parce que vous avez un peu tout dit, mesdames. C'est-à-dire que les thématiques que je vais aborder, vous les avez naturellement évoquées dans vos livres.
et dans le dialogue que vous avez eu toutes les deux. Donc, ça ne sera pas étonnant. Mais c'est vrai que la première chose, c'était, qui revenait beaucoup dans votre discours et vos échanges, c'était le fait que il faut réussir à avoir des critères. Ouais. Il faut réussir à savoir ce qu'on veut. Alors, l'intérêt du raisonnement du coaching, c'est de dire, oui, d'accord, absolument, mais comment faire? C'est ça qui est difficile. Et donc, comment savoir ce qu'on veut, ce qu'on préconise ou ce qu'on accompagne en coaching, c'est de dire, d'abord, il faut se connaître soi. En fait, c'est ça qui est compliqué. Tout part de soi. Voilà, tout part de soi. Donc, en fait, lire un livre, par exemple, qui vous honore et qui va vous inspirer, c'est une manière de travailler sur soi. Donc ça, c'est une très bonne manière d'avancer. Et alors, nous, ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on essaie d'aider les gens à se poser les bonnes questions. Et on leur dit, par exemple, est-ce que vous êtes rendu compte si vous préférez un homme calme ou un homme plutôt dynamique? Est-ce que vous préférez une femme qui va être très famille ou une femme plutôt indépendante? Est-ce que, voilà, essayez d'établir des critères, soit par rapport à ses amis, on n'a pas forcément eu 15 amoureux avant ou amoureuses, mais voir quels sont vos goûts dans les relations que vous entretenez avec les autres. Déjà, ça se voit. Je préfère ma sœur parce que par rapport à mon autre sœur, elle a tel type de tempérament. Donc ça, c'est déjà une façon de créer un peu des critères. Au fur et à mesure que l'on crée des critères avec qui on se sent bien, on peut se dire qu'est-ce qui est le plus important, finalement. Parce qu'on n'aura jamais la personne parfaite, d'accord? C'est sûr. Donc se dire, voilà, qu'est-ce qui joue le plus, moi, dans ma façon de concevoir ma relation aux autres? Est-ce que c'est quelqu'un de joyeux, d'amusant, Qu'est-ce qui vous fait du bien? C'est ça qui est vraiment important. En gros, ce que je préconise, c'est trouver les bons critères, c'est créer sa propre clairvoyance. C'est avoir une visibilité sur ce qu'on veut vraiment, effectivement, choisir. Alors, par exemple, les anglo-saxons, j'aime bien leur mentalité. Ils partent du principe que l'amour, c'est comme une amitié plus. C'est pas idiot. Si on part de ce principe-là, on peut se rendre compte que finalement, pour choisir un amoureux, une amoureuse, on peut aussi, même si on n'a jamais vécu l'amour, commencer par se dire qu'est-ce qui me plaît chez les gens. Parce que finalement, c'est très important, ça se voit. Mais on l'écrit sur une feuille, on fait, voilà. Tout à fait, idéalement, vaut mieux garder qu'est-ce que j'aime un petit carnet. Moi, je conseille souvent d'avoir un petit carnet, si on est en train de travailler sur soi, où on note au fur et à mesure ce qu'on découvre, ce qu'on pense, ce qui est important. Ça permet vraiment de faire des tris, de les garder et de les relire et de les retravailler. Ça, c'est un petit conseil. Et donc, souvent aussi, c'est par exemple, j'aime faire des choses avec quelqu'un, mon cousin, ma grand-mère, ça c'est peu importe. Qu'est-ce qui se passe qui fait que je suis bien? Ça, c'est très important pour considérer comment est-ce qu'on vit. Parce qu'en fait, souvent, on essaye, c'est vrai, les valeurs, c'est très important. Quelqu'un qui a le sens de la justice, quelqu'un qui a de l'ouverture d'esprit, quelqu'un qui est religieux, ça fait partie des valeurs. Mais finalement, ce qu'on oublie plus facilement peut-être, c'est qu'est-ce qui fait que je vis bien avec quelqu'un, que je passe un bon moment, que je me sens bien. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, il faut l'observer. Par exemple, si vous avez des rendez-vous avec un amoureux qu'on vous préconise, ça peut être le cas, observez comment vous vous sentez avec cette personne. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? C'est-à-dire, concrètement, c'est quoi être à l'aise? C'est d'avoir le droit de penser et de dire ce qu'on veut, d'aborder les sujets que l'on veut. C'est d'avoir le droit d'avoir du temps pour se sentir soi, au lieu d'être tout le temps en représentation. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que je suis bien coiffée? Ou avoir peur de dire les choses, voilà. ou de ne pas être soi-même. C'est ça. D'avoir la boule au ventre aussi. Et essayer de coller absolument à l'autre. À ce que l'autre attend. Ça, c'est très féminin, mais les hommes aussi, ça leur arrive. La personne avec qui vous vivrez heureux, c'est quelqu'un avec qui vous êtes vous-même. Et où, en fait, vous n'avez pas tendance à vous travestir pour lui plaire. Ça, c'est très bon signe. Ça, c'est des conseils de coach qu'on m'a même donné à moi. Mais c'est important. De coach à coach. Je trouve ça génial. C'est vraiment une bonne recette. Ça s'applique à tout le monde en réalité. Et ça s'applique à tout le monde. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler? Est-ce que vous pouvez être vous-même? Et aussi, qu'est-ce que vous ressentez? Quand vous êtes avec quelqu'un et que vous êtes censé peut-être vous projeter dans l'avenir, essayez d'écouter comment vous êtes à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est agréable? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la boule au ventre, c'est difficile? L'étouffement, sensation d'étouffement. Ça, c'est un bon indicateur. Vraiment. Ça, c'est le... Voilà, ouais. On est toutes comme ça. C'est-à-dire, on a tellement essayé de plaire avant tout. On nous a tellement appris à finalement nous fondre dans ce que la société attendait de nous, qu'on en oublie le critère principal. Comment je me sens avec cette personne? C'est ce qui est le plus important. Un autre conseil que je donne souvent, c'est ne pas enchaîner si vous sortez d'une rupture.
Parce que justement, il faut ce sas de décompression, ce temps où vous retrouvez vous et où vous passez du temps à vous écouter et à être bien avec vous-même. Et donc, c'est une période dans laquelle, je ne dis pas qu'il faut rester cloîtré chez soi, pas du tout, mais rencontrer des amis, avoir des relations neutres avec des gens variés, la famille, tous les gens qui vous font du bien. Et donc, ne pas se mettre de pression aussi. Ne pas chercher à rencontrer l'âme sœur tout de suite après, ou justement pour se prouver, on vous a quitté par exemple, ne vous jetez pas dans les bras de quelqu'un d'autre juste pour vous prouver que vous pouvez plaire. Quelle erreur! C'est sûr que cette personne, ça va pas être une bonne personne bien sûr. pour vous. Donc ça, c'est aussi... Et donc tout ça, ça rejoint quoi? Ça rejoint prendre soin de soi d'abord, avant de prendre soin des autres. Pour être capable d'aimer quelqu'un, il faut commencer par s'aimer soi. Et ça, c'est dans toutes les religions et c'est valable pour tout le monde. Et donc ça, j'ai vraiment envie de vous inspirer là-dessus. Pourquoi? Parce que quand on rencontre quelqu'un et qu'on n'est pas encore bien avec soi-même, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver quelqu'un pour essayer de se réparer. Et ça, c'est pas bon. Et ça marche pas. Parce qu'on attire la mauvaise personne. Voilà. Et donc, il faut d'abord se réparer soi, s'aimer soi. Ça, voilà. Et donc, passer du temps à être avec soi-même et à faire du ménage dans soi-même, passer des activités qui vous plaisent, passer du temps avec les gens que vous aimez, passer du temps à vous reconstruire, à faire du sport, à vous ouvrir aux autres, à aller voir des expositions, rencontrer des gens, faire des choses qui vous nourrissent. Et ça, c'est vraiment très important. Et je ne sais pas si on a le temps de parler un peu des applications, des sites Internet. Bien sûr, justement, oui. On voit tellement de sites qu'on ne va pas citer, des sites pour rencontrer l'âme sœur, pour rencontrer l'amour. C'est ça. Puis on s'y perd dans tout ça, parce qu'il y a des profils qui sont un peu bizarres. Donc il faut faire attention à ça aussi. Hein. Exactement. Alors, je suis ravie que vous vous présentiez comme ça, parce que c'est exactement ça. En fait, le principe des applications ou des sites Internet, c'est qu'il y a de tout. Première chose. Oui. Donc, il y a du très bon et du très mauvais. Oui. Et donc, il faut donc être philosophe, prendre du temps. Et il faut commencer petit à petit à avoir des contacts avec des gens en se faisant une idée et prendre son temps, parce que c'est impossible de comprendre en 2 minutes comment ça marche, quelle que soit l'application ou le site que vous choisissez. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, donc, se dire une chose, c'est que c'est pas parce que c'est Internet que c'est automatique. Non, derrière, il y a des êtres humains. Ça, c'est la principale erreur que j'ai remarquée, c'est que les gens pensent que parce qu'on est sur Internet, ça devrait être un clic. Et paf, je tombe. Pas du tout. C'est compliqué de rencontrer quelqu'un. C'est pas parce qu'il y a une profusion que ça va être parfait du premier coup. Pas du tout. Et donc, au contraire, du coup, il faut beaucoup plus passer du temps sur ces critères, Et donc, souvent, je conseille aux gens des choses très simples, comme, effectivement, la religion, ça peut être un critère très important. La géographie proche. Bien sûr. À notre époque, avec les vies pleines qu'on a beaucoup tous, pour rencontrer quelqu'un qui habite loin, c'est un petit peu un fantasme, ça ne va pas marcher, à moins que ce soit effectivement votre village d'origine dans lequel vous êtes sûr de retourner tous les ans. Ça peut fonctionner, mais... à moins que ce soit l'âme sœur aussi. À moins que ce soit l'âme sœur. Mais l'âme sœur à distance... Non, mais après, l'âme sœur à distance, il peut venir ou après... oui, mais ça veut dire changement de vie complet pour la personne ou vous-même. C'est un risque énorme. Alors que prendre géographiquement proche, autre critère très important, vous divorcez, vous avez des enfants. Prenez quelqu'un qui a des enfants. Un homme ou une femme comprendra beaucoup mieux votre situation. Si vous-même, vous êtes en famille, prenez quelqu'un qui vous est proche. Prenez quelqu'un qui vous est proche en termes d'âge aussi. Parce que les écarts d'âge, ça marche pas. C'est pas du tout facile de s'entendre avec quelqu'un qui, dans 10 ans, va vivre quelque chose de très différent de vous. C'est pas à court terme. Ça peut marcher, quelqu'un de 50 ans et quelqu'un de 20 ans. Un grand amour, je peux comprendre, hein. Sauf que dans 20 ans, ça va donner quoi? Un échec, forcément. Donc, si vous visez le long terme, il vaut mieux trouver quelqu'un qui a un peu votre âge ou qui est proche. Ou quelqu'un de plus jeune, quand même. Ou quelqu'un... Alors, on peut faire du down dating, ça s'appelle comme ça aux États-Unis, c'est très à la mode, hein. C'est très à la mode, c'est de prendre... voilà, on est... Il y en a de plus en plus, hein. Il y en a de plus en plus, c'est vrai, des femmes qui prennent des hommes plus jeunes et qui, socialement, sont un peu en dessous. Ça s'appelle le down dating. Je ne savais pas que ça avait un terme, le down dating. Si, ou les cougars, en fait. Le cougar, ça, on connaît. C'est ça, le terme plus classique. Et en fait, c'est vraiment une façon de voir la vie, mais c'est très chouette pour se donner un coup de fouet ou rencontrer une nouveauté ou se faire plaisir, je comprends. Mais mon expérience d'accompagnement ne montre pas voilà, que ça donne des réussites formidables. Et donc... souvent à côté de chez vous, c'est plus fiable.
Et il y a des étapes à respecter. Donc au début, on est sur Internet, donc on fait des chats où on s'envoie des messages. Petit à petit, c'est de l'écrit. C'est une première étape. La deuxième étape, c'est de se parler au téléphone. La voix, ça dit beaucoup de choses. Quand on entend la voix de quelqu'un, on apprend plein de choses sur cette personne. Et la troisième étape, c'est la rencontre. Et c'est là où alors, soyez prudents, regardez bien sur tous ces sites et toutes ces applications. Il y a plein de conseils pour ne pas prendre de risques intempestifs. Mais attention quand même. Hein. Oui. Et donc, rencontrer, c'est toujours dans un lieu public, en ayant donné le lieu et l'endroit et l'heure à des personnes proches, pour que si vous vous embarquez, vous sachiez qu'on vous retrouve, quoi. Ouais. Et pas aller chez quelqu'un dès les premières fois. C'est vraiment déconseillé. Ramenez votre frère, c'est mieux. Voilà, vous faire accompagner. Voilà, ne jamais céder à la pression. Un truc très important qu'il faut que je puisse dire, c'est ne jamais céder à la pression de quelqu'un qui est pressé ou qui est pushy, comme on dit en anglais, ou qui vous donne l'impression qu'il va tout maîtriser, que tout va bien se passer. Non, ça c'est mauvais signe. D'ailleurs, bon, je le dis en rigolant, mais c'est vrai, j'ai tendance à dire aux gens qui ça arrive, vous pouvez même sous-entendre que quelqu'un qui est pressé, souvent en amour, c'est pas forcément quelqu'un de bien. Non, il faut de la patience. Il faut de la patience en amour. Attention, dans tous les domaines. C'est du temps, c'est de l'investissement. Et c'est comme ça qu'on montre qu'on fait de la place à l'autre dans sa vie, avant de faire de la place à l'autre dans son appartement ou voilà, auprès de sa famille. C'est normal, ça demande des étapes. Voilà, donc moi, c'est ça le plus important, c'est comprendre qu'il y a des étapes, être prudent avec soi-même, avec ses émotions, se protéger. Si quelqu'un vous protège pas ou vous donne l'impression que mais non, pas du tout, allez, lance-toi, c'est louche. C'est quelqu'un qui veut vous mettre dans une situation inconfortable et donc a priori c'est pas quelqu'un de très positif. Faut faire attention, oui. Et c'est vrai que bon, nous ici on est à Paris, hein, dans l'Île-de-France, il y a de plus en plus de célibataires. Oui. Et c'est vrai que les gens, attention, ça aussi, vivent dans le virtuel. Oui. Mais le virtuel, c'est pas la réalité. Donc c'est important justement de pouvoir comprendre qu'il faut aller vers l'être. Oui. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Apprendre à se connaître, savoir qui l'on est, ce que l'on veut réellement. Parce qu'il faut aussi déprogrammer beaucoup de choses. Hein. Nous sommes des êtres conditionnés et programmés par beaucoup de mémoires. Des mémoires transgénérationnelles, des mémoires de notre propre vécu. Donc, pour apprendre à se connaître, ça prend du temps aussi. Et il faut prendre ce temps-là. Alors, c'est une belle période d'ailleurs, quand on est entre guillemets deux amours ou quand on cherche l'amour. Oui. Quelque part, j'ai envie de dire à tous nos téléspectateurs, profitez-en pour en faire un chemin de vie, de vous connaître. C'est-à-dire que chaque rencontre, j'appelle ça une perle de vie. Et au bout d'un moment, sans aller trop loin, ça sert à rien d'aller loin avec chaque personne qu'on rencontre. Vous pouvez passer du temps, connaître de mieux en mieux cette personne, c'est aussi vous connaître en miroir. Et il y a un jour où le collier est entier et vous trouvez la belle perle qui vous conviendra pour toute votre vie, ou en tout cas pour longtemps. Et c'est ça que je conseille. Hasna, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous entendez justement? Merveilleuse métaphore que je piquerai probablement pour un de mes livres. Et je suis totalement en accord avec Evelyne. Oui, avec Evelyne, vraiment. Et ça, c'est dans cet esprit-là que j'écris en fait mes livres. Pour pouvoir construire quelque chose à deux, faut se connaître soi-même. Et j'ai tendance même à dire, en riant un petit peu avec mes lecteurs et mes lectrices, 0 + 0 = 0. Hein. Parce que si tu n'as rien à apporter, lui, il n'a rien du tout, au final, comment on peut construire un couple solide? C'est vrai. Mon fils dirait 0 + 0 = la tête à Toto. Hein. C'est sûr. Ça, c'est les enfants. Bon, un peu d'humour dans tout ça. Mais c'est important, justement, oui, à ceux qui nous suivent. Pour connaître le véritable amour, il faut d'abord être entier avec soi-même. L'autre n'est pas votre moitié. C'est ça. C'est d'abord être entier avec soi et déprogrammer toutes nos pensées négatives, nos émotions négatives, tous nos jugements aussi, et d'apprendre à s'aimer. Parce que je pense que 80% des personnes ne s'aiment pas, ont un manque de confiance en eux, disent, et quand quelqu'un leur plaît, ils disent non, je vais pas le plaire, je vais pas lui plaire, non, parce que... Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, parce que si déjà on se plaît pas à soi-même, l'autre, il va ressentir. Oui, mais c'est parce que c'est difficile de s'aimer en fait. Mais pourquoi? Parce qu'il y a d'autres moteurs qui viennent contrecarrer ça. Quand vos parents vous disputent quand vous êtes petit, c'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Enfin, en tout cas, la majorité du temps. C'est parce qu'ils essayent soit de vous pousser, soit ils essayent de vous rendre plus exigeant, ils essayent de faire que vous réussissiez, que vous ayez de la sécurité plus tard, que voilà.
Et c'est ça qui fait qu'en fait, il y a des contre-moteurs. S'aimer de façon gratuite dans l'absolu, c'est merveilleux et ce serait, comment dire, l'idéal pour tout le monde. Mais il y a d'autres choses qui comptent aussi et qui font que l'amour inconditionnel, même d'un parent, c'est très très rare. Bien sûr que l'amour d'un parent, au fond, est inconditionnel. Vous allez très mal, votre parent va vous reprendre chez lui, va vous aider, vous donner de l'argent s'il vous aime, oui. Mais il a aussi d'autres moteurs pour vous aider à avancer. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué, c'est jongler avec tous ces moteurs. C'est pas de la mauvaise volonté. C'est vraiment parce que c'est difficile de faire des choix entre tous ces moteurs tout le temps. Est-ce que je me pousse aux fesses ou est-ce que je m'écoute là maintenant tout de suite? Est-ce que je suis exigeant et je me dis mais non, je m'arrête pas à ça? Ou est-ce que je écoute mes principes par exemple et du coup je juge? Ou est-ce que j'essaye d'être plus relax avec mes principes mais du coup est-ce que je me démunis pas un peu de ce qui fait ma propre solidité? C'est ça qui fait qu'on Il y a plusieurs paramètres en clair. Et oui, c'est ça. Mais on se rend compte que quand on est amoureux, quand on est heureux en amour, on rayonne. On voit, hein, oui, on le voit, c'est sur le visage, ça se voit. Et notre humanité aujourd'hui, elle est en souffrance. Elle est en souffrance parce que dans le couple, eh bien, les membres du couple ne se respectent plus. Ou alors l'un veut changer l'autre, alors qu'en réalité, si on acceptait la différence de l'autre, les fantaisies de l'autre, si on acceptait justement son intégrité, son entièreté, eh bien, ça irait mieux. Mais on a du mal dans les couples. C'est vrai. Et c'est ça qu'il faudrait apprendre. Je pense qu'avant de se marier, il faut faire une école du mariage. Et ça, c'est important. Je suis sérieuse. Ça aurait été bien. C'est important. Oui. Ah là là, parce qu'on apprend à idée, connaître réellement qui est l'autre. Ah, justement, Evelyne, il faut y penser. Ah. Coach du mariage, voilà, avant Et le respect et la communication, ce sont des choses qui s'apprennent. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose, effectivement, qu'on peut... on peut l'apprendre. Ah oui, tout à fait. Oui, on peut en faire des cours. Hein. Oui, et puis, arrêtons d'avoir peur parce que la femme ou l'homme sont... je sais pas moi, ont des pensées, sont combatifs, sont originaux, sont différents de la masse. Au contraire, c'est cette différence qui fait la beauté de l'être de cette personne. La singularité. C'est ça, exactement. C'est ça. Et ça, c'est important, je pense. Oui, accueillir sans projeter ses peurs. Ça, c'est très difficile. Exactement. Ouais. Parce que c'est la peur qui fait qu'on détruit l'autre. Tout à fait. Peur de perdre l'autre. Peur de l'abandon. Tout à fait. Mais toutes ces peurs-là sont malheureusement des peurs qui vont, je parlais d'étouffer l'autre. Ça étouffe. Oui. Et encore pire, les hauts potentiels émotionnels. Puis toutes les croyances limitantes. C'est ça. C'est ça. Voilà. Il y a tellement de croyances limitantes. Il y a du travail, hein. Je pense qu'il y a énormément de travail. Evelyne Bouillon, un dernier mot sur l'amour. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous suivent? Mais l'amour, c'est à la fois une drogue, parce que on l'a remarqué, il y a des phéromones qui se sécrètent, donc on dit, les gens très pessimistes disent l'amour dure maximum 2 ans. Il y a des livres entiers d'ailleurs qui parlent que de ça. De toute façon, physiologiquement, c'est que 3 mois, 6 mois. Enfin, c'est pas vrai. On peut aimer quelqu'un toute sa vie. On a des parents autour de nous, des personnes qui ont vécu ça. Mais l'amour évolue, en fait, au fur et à mesure de l'âge. Moi, je suis admirative des gens qui passent 60 ans ensemble toute leur vie et qui se tiennent encore par la main dans la rue. Moi, ça me touche. Mais c'est beau. Mais c'est ça le véritable amour en réalité. Il peut y avoir des hauts et des bas, il peut y avoir des tempêtes, des ouragans. Mais en réalité, c'est ça le véritable amour. Aujourd'hui, on est dans la société du « je te prends, je te jette », le mouchoir. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut accepter l'autre tel qu'il est. Et ça ne fonctionne pas. Non. Donc, je pense que ça, c'est important, justement. Asna? Alors oui, je te rejoins tout à fait. Et en fait, le problème, c'est aussi qu'on nous vend que l'amour-passion. Oui. Et alors que l'amour stable, même s'il peut y avoir eu des moments passionnés, et le but c'est quand même qu'il en reste malgré tout, qu'il dure. Mais il faut aussi comprendre que l'amour c'est quelque chose où justement il y a une forme de stabilité, une forme de tranquillité. À partir du moment où on est torturé, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à travers mes livres. Il y a aimer et puis il y a aimer sainement. Voilà. Donc on vous conseille d'aimer sainement. Parce que et ça s'apprend. Ça s'apprend, exactement. Parce que attention à la passion amoureuse. La passion amoureuse, c'est destructeur. Pourquoi? Parce que c'est la possession. On veut posséder l'autre. On ne possède personne.
Rien ne nous appartient et Non. nous n'appartenons à personne. Et ça, c'est important. Dans l'amour, c'est la fluidité, l'amour, c'est la joie, l'amour, c'est la beauté. Et ça doit être comme ça. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, ça c'est comme tout. Le couple, il doit être solide, mais la base, c'est le respect mutuel et l'acceptation de la singularité de l'autre, de l'originalité de l'autre. Et ça, c'est important aussi. On vous souhaite d'aimer, on vous souhaite à tous de trouver réellement ce véritable amour, cette âme sœur avec qui vous allez passer votre vie, avoir des enfants et être heureux. On en a besoin. Donc ne fuyez pas l'amour, parce que pour ceux, il y en a beaucoup qui ont souffert de l'amour. L'amour est beau, on a besoin d'amour, mais avant tout, aimez-vous d'abord vous. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, c'était la belle conclusion sur l'amour. Merci Evelyne Bouillon. Merci pour ces précieux conseils. Merci Asna Haïk. Donc La Libre, Croque-moi. N'hésitez pas à les acheter. C'est une pure merveille. Moi qui les ai découverts. Et c'est une très très grande artiste aussi. Donc allez sur sa page Asna Haïk sur les réseaux. Vous allez voir, c'est du bonheur. Elle me fait rire à chaque fois avec ses vidéos. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Tout en couleur.